Bien, mesdames, messieurs, les organisateurs de ce colloque m'ont laissé le redoutable privilège de vous accueillir et de dire quelques mots en guise d'introduction. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement, sincèrement et du fond du cœur nos collègues étrangers qui nous rejoignent, en particulier le professeur Serna, vice-président de l'Institut ibéro-américain de droit constitutionnel, Monsieur Aziz Oudango, représentant le professeur Soma, professeur à Ouagadougou, président de l'association burkinabé de droit constitutionnel, Monsieur le professeur Naré, professeur président de l'association nigérienne de droit constitutionnel, Madame le professeur Tananescu, présidente de l'association roumaine de droit constitutionnel, Monsieur le professeur Fossas, professeur président de l'association espagnole de droit constitutionnel, Monsieur le professeur Fulco Lanchester, professeur à l'université Sapienza de Rome, qui d'ailleurs prononcera la leçon inaugurale de ce congrès intitulée « L'état de la démocratie pluraliste en Europe ». Vaste programme. Permettez-moi de saluer également chaleureusement, non pas Anne Levade, qui apparemment a un problème de transport, puisqu'elle semble être bloquée sur l'autoroute A1 en raison d'une difficulté dû à un accident, si j'ai bien compris, et donc de saluer chaleureusement le professeur Dominique Rousseau, auquel je dois des excuses réitérées pour le nombre d'absences qui sont les miennes au conseil scientifique de la FDC, où je suis toujours régulièrement convoqué, et je vous en remercie, et où je n'y viens que rarement, compte tenu de la lourdeur de ma tâche, mais les choses vont peut-être s'améliorer dans l'avenir. Permettez-moi de saluer également Monsieur Jacques Godefrin, ancien ministre, et qui est ici en tant que président de la Fondation Charles de Gaulle, Monsieur le ministre, le contre-amiral Jean-Claude Barrère, directeur de la Fondation Charles de Gaulle, Monsieur Mezzo, chef du service politique de France Inter, et Monsieur Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, et bien connu comme maître de conf également à Sciences Po Paris. Alors, laissez-moi vous dire, là aussi du fond du cœur et sincèrement, que je mesure l'honneur qui est fait à l'Université de Lille que d'accueillir ce 10e congrès de l'Association française de droit constitutionnel. Vous savez, pour le publiciste que je suis, pour l'agrégé de droit public que je suis, comme notre nouvelle garde des Sceaux, puisque nous sommes issus du même concours, eh bien, la FDC, c'est un symbole, c'est le symbole de ce qui se fait de mieux autour du droit constitutionnel. Et donc, que la FDC ait choisi d'organiser ce colloque qui a lieu tous les 3 ans, qu'elle ait choisi de l'organiser à Lille, c'est pour nous, c'est pour moi, président de cette université, une très, très grande fierté, parce que c'est un événement exceptionnel, exceptionnel par son ampleur scientifique, exceptionnel par le nombre de personnes qui sont concernées, 280 congressistes, 135 contributions, 6 ateliers, 3 tables rondes. Ce n'est donc pas un événement ordinaire, c'est un événement scientifique d'excellence et qui est, je le dis solennellement, essentiel pour cette université de Lille, parce que c'est un événement qui s'inscrit dans la dynamique que nous essayons de promouvoir au sein de cette université lilloise. Vous le savez probablement, nous sommes en processus de fusion des 3 universités lilloises, en appliquant ce faux précepte selon lequel Big serait nécessairement beautiful, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et donc il s'agit non seulement d'agréger des structures, des institutions, des identités différentes qui se sont construites au fil du temps, mais essayer de profiter de ce moment, qui est un moment unique dans l'histoire de cette université, pour dynamiser, pour propulser en avant, pour mettre en place une véritable ambition. Et je pense que ce type d'événement scientifique de très haut niveau doit contribuer à nous permettre de continuer sur cette route qui est la quête permanente de l'excellence, qui doit caractériser fondamentalement l'Université de Lille. Et je dois vous dire la fierté du président et la fierté du juriste que je suis, que nous donnions à l'ensemble de l'Université de Lille ce signe de l'excellence scientifique de la recherche en droit, reconnue, je crois pouvoir le dire, par la présence de ce congrès de la FDC cette année à Lille. Je suis d'autant plus fier que ce congrès a été organisé en partenariat ou co-organisé même avec Sciences Po Lille, qui est un peu, alors je ne sais pas comment il faut le dire, la petite fille, la petite sœur de l'université, puisque nous sommes un peu la mère porteuse de Sciences Po Lille. Nous avons avec cette noble institution des rapports très étroits, des rapports fraternels, je crois pouvoir le dire. Nous partageons beaucoup de réalités et la co-organisation de ce colloque est encore, de ce congrès, est encore un signe
de la qualité des relations que nous avons avec Sciences Po Lille. Et puis, il faut le dire aussi, un partenariat avec les autres universités de la région qui comportent des facultés de droit, avec l'Université du Littoral, l'Université d'Artois, l'Université de Valenciennes, parce que nous avons, nous Lillois, parce que nous avons, nous juristes lillois, une responsabilité particulière dans cette région, dans cette métropole, qui est d'être, sur le plan de l'excellence de la recherche, une locomotive et de donner des signaux de telle sorte que nous puissions entraîner l'excellence qui existe également dans les autres universités, dans les autres facultés. Et puis, partenariat aussi avec 2 universités belges, Louvain et l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, où là aussi, nous sommes non pas sur un plan d'égalité, parce que ce sont des universités encore plus excellentes que nous ne le sommes nous-mêmes, mais nous sommes sur cette dynamique, mais en tout cas dans une vraie logique de construction d'une espèce d'université européenne, euro-régionale, non seulement avec les universités belges que j'ai citées, mais également avec des universités britanniques et autres. Et puis, merci aussi pour le partenariat avec la Fondation Charles de Gaulle. Je crois que c'est très important. Et puis, c'est l'occasion pour nous de dire à quel point nous pouvons être fiers à l'heure où, finalement, tous les politiques de France et de Navarre se revendiquent du général. Nous pouvons dire avec fierté que c'est ici qu'il est né. Voilà. Et que c'est rue Princesse et nulle part ailleurs que le général et donc le gaullisme trouvent ses sources. Et ceci, personne ne peut nous le contester. Et je crois d'ailleurs qu'une partie des manifestations scientifiques du Congrès se tiendra dans la maison natale du général. Et j'en remercie en particulier M. Godefrin. Alors, je voudrais, pour terminer, saluer aussi, là aussi chaleureusement et sincèrement, les organisateurs de ce colloque qui sont ici à la tribune, en la personne d'Emmanuel Cartier et de Gilles Tout-le-Monde, qui n'ont pas ménagé leur énergie, leur temps, leur talent, leur patience, parfois beaucoup de patience, pour faire avancer ce dossier complexe, parce que c'est une très grosse opération quand vous êtes aux manettes de l'organisation d'une manifestation scientifique de cette ampleur. Ils l'ont fait, je crois, pratiquement toujours avec le sourire. Parfois, c'était un petit peu plus compliqué, mais globalement, les choses se sont bien passées. Donc, merci infiniment à eux. Et c'est un cycle qui continue, parce que plusieurs manifestations récentes ont montré la vitalité de la recherche en droit constitutionnel dans cette belle université lilloise. Les 7 et 8 décembre à Paris, le colloque international sur le rapport au temps de nos institutions parlementaires, le Parlement et le temps, ou en février dernier, dans le cadre du cours de droit constitutionnel de Gilles Tout-le-Monde, la venue du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a une place de libre au Conseil constitutionnel. On en parlait avec le professeur Loïc Philippe il y a un instant. Et puis, je ne peux pas manquer de signaler que très récemment, le 8 juin dernier, ce sont les étudiants de la faculté de droit de Lille qui ont remporté le premier prix de la finale du concours Georges Vedel, ce qui là aussi est pour nous une très grande fierté. Donc merci à toutes les personnes qui ont permis à ce congrès de se tenir, de l'avoir fait. Merci en particulier à Agnès Pacos, qui est toujours une cheville ouvrière importante. Merci à nos partenaires, je dois le dire. Xavier Bertrand devait normalement être présent aujourd'hui. Malheureusement, son agenda ne lui a pas permis. Mais merci à la région Hauts-de-France. Merci au département du Nord. Vous aurez, je crois, Jean-René Le Cerf qui sera présent demain. Merci à la ville de Lille qui ont soutenu cette manifestation. Je regrette vraiment infiniment de ne pas pouvoir rester avec vous. Mais nous sommes dépendants des agendas politiques qui nous dépassent, puisque nous avons appris il y a 2 jours que l'ancienne ministre et toujours ministre de la Santé, Madame Buzyn, venait à Lille aujourd'hui pour soutenir la candidature lilloise au regard des autres candidatures européennes pour accueillir l'Agence européenne du médicament. C'est un enjeu déterminant pour notre métropole, pour notre pays. La visite, normalement, devait avoir lieu à partir de 18h30 en faculté de pharmacie. Elle aura lieu à partir de 15h à la mairie de Lille. Tout est logique, tout est conforme à nos pratiques politiques habituelles. Je vous remercie infiniment. Alors, je salue le président du conseil général, départemental, pardon, mais ce salut sera transmis. Le président du conseil régional. Alors, monsieur le président de l'université Lille 2,
Mesdames et Messieurs les professeurs, sans doute aussi les élèves et les étudiants, et tous ceux qui s'intéressent au droit constitutionnel, Mesdames et Messieurs, c'est à la fois un grand honneur et un grand plaisir d'ouvrir aujourd'hui à Lille, ville natale du général, comme cela vient d'être rappelé, au nom de la Fondation Charles de Gaulle, ce colloque, ce congrès, pourrait-on dire. Effectivement, Charles de Gaulle, natif de Lille, a laissé une empreinte très forte et au-delà de la rue Princesse, lieu natal par excellence, lieu de jeunesse aussi et de prime adolescence du général, il y a dans cette région effectivement une présence forte dans les esprits du général. Il semble que son esprit continue à veiller aujourd'hui à la pensée institutionnelle de notre pays et comme cela a été dit à l'instant, il est vrai que le nom du général de Gaulle a été cité à de très nombreuses reprises par tous les candidats sans exception aux dernières élections présidentielles. C'est un signe qui ne trompe pas. Alors la Fondation Charles de Gaulle, qu'est-elle? Sans doute le savez-vous, mais je vais le rappeler en quelques mots. Elle existe depuis 1980 en tant que fondation, mais elle procède de l'Institut Charles de Gaulle que l'intéressé lui-même avait demandé à ce qu'il soit créé en 1971. Peu de temps d'ailleurs avant sa disparition. Sa mission est simple. Il s'agit de conserver et de défendre l'héritage gaullien par plusieurs vecteurs. L'action à l'étranger, et le nom, vous le savez, du général de Gaulle marque très fortement, pas simplement les représentants des États, mais les populations elles-mêmes. Son nom continue à résonner et à incarner notre pays. Je l'ai constaté il y a encore quelques jours en Chine, puisqu'à plusieurs reprises nous avons célébré non seulement la décision de reconnaissance diplomatique de la Chine par la France, mais des quantités d'autres accords qui ont pu être passés à l'époque avec ce pays. Un tout petit peu plus lointainement, j'ai pu le constater au Kazakhstan, où le général de Gaulle a lancé la politique aérospatiale française aux côtés à l'époque de l'Union soviétique sur la base de Baïkonour, de la même manière que dans les mois qui viennent, grâce à un travail de fond très, très accompli avec le Liban, avec l'Institut supérieur des affaires de Beyrouth, qui est piloté par HEC depuis Paris, nous allons créer un institut Charles de Gaulle pour non pas expliquer la politique historique du général de Gaulle au Levant, mais pour faire une étude très approfondie à travers ses livres, notamment ceux qui ont paru entre les deux guerres, à une époque où on n'imaginait pas du tout le rôle qu'il allait jouer en 1940, sur le sens du commandement. Et les Libanais nous ont clairement dit leur satisfaction de nous voir arriver sur ce théâtre moyen-oriental, à Beyrouth même, pour essayer de trouver les formules qui convenaient ou les encouragements qu'il convenait au commandement. Et au passage, je vous livre une phrase qui a retenu bien mon attention de leur part. Vous savez, au Moyen-Orient, m'ont-ils dit, tout le monde sait tout, sauf une chose, commander. Et si on lit les ouvrages des fin des années 20, 30 du général, à beaucoup de pages, on trouve ce sens et l'explication de ce que doit être un chef. C'est peut-être ce qui manque quelquefois dans certains pays. Donc, le Liban, le Kazakhstan, la Chine, l'Allemagne, évidemment, et également l'Amérique latine, bref, aux quatre coins de notre planète, nous rencontrons chaque fois un écho très fort sur le général, non pas simplement à titre commémoratif, mais à titre, je dirais, de l'expression d'un homme qui parlait au nom de tous les peuples du monde, et pas simplement de la France. Nous avons une action
promotion, d'explication de la pensée du général à travers des pièces de théâtre. La toute récente est titrée « Les chaînes qu'on abat » d'ailleurs, puisqu'il s'agit de l'ouvrage de Malraux mis en scène et joué par deux acteurs, un qui représente Charles de Gaulle, l'autre André Malraux. Et puis surtout, depuis quelques mois, une action très forte, très vigoureuse vers la jeunesse pour apprendre ou réapprendre le monde contemporain, les grands événements du XXe siècle et en particulier expliquer de Gaulle. Pas simplement par des écrits, mais par les moyens modernes de communication dont les jeunes et les préadolescents sont tellement friands, et ils trouvent dans les jours qui viennent sur leurs petits écrans le droit de vote des femmes, ils trouvent les institutions, ils trouvent l'illustration du mot résister, bref, une adresse à la jeunesse qui est soutenue par le ministère de l'Éducation nationale. Et je me dois de rendre hommage au conseil scientifique de la Fondation, qui est actuellement présidé par Arnaud Tessier, mais qui le fut par Gilles Le Béguec ou par Maurice Weiss, qui ont travaillé sur l'œuvre gaulienne sous tous ses aspects, qu'il s'agisse d'histoire politique, d'histoire des politiques publiques ou d'histoire des relations internationales. Ouverture et réflexion, évidemment, sur les institutions, mais que l'on ne peut séparer des grands enjeux de la défense, puisque nous avons récemment, il y a d'ailleurs un petit ouvrage sur les tables à l'entrée qui résume ce colloque en 3 parties sur la défense et la dissuasion, et nous envisageons à nouveau, sur les enjeux de défense, une prochaine réflexion qui est liée sur la place de la France dans le monde, qu'on pourrait aussi baptiser la France d'au-delà des mers. Ces enjeux de défense, d'ailleurs, pour entrer dans le vif du sujet, c'est avéré très fructueuse et m'amène donc à ce propos aux institutions. N'oublions pas le contexte des débuts de la Ve République. Bien sûr, il y a la guerre d'Algérie, mais il y a dans l'esprit du général la naissance, la quintessence de la dissuasion et de la force de dissuasion. Et quand on réfléchit à la constitution de la Ve République, on ne peut pas dissocier la force de dissuasion et son emploi éventuel des institutions, puisqu'en grande partie, cela amène le général, comme il disait, à modeler ces institutions. Il y a des nécessités, et pour mémoire, le décret du 14 janvier 1964, qui porte sur les forces aériennes stratégiques, donne de fait au président le contrôle de la dissuasion. Il parachève par conséquent la fameuse idée du domaine réservé, qui fait partie des grands classiques des études constitutionnelles, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il y a longtemps que j'ai quitté l'université de Toulouse, excusez-moi, mais il en était fortement question lorsque je poursuivais mes études. Certains parlementaires de l'opposition, d'ailleurs, à l'époque, s'offusquaient de ce décret jugé inconstitutionnel, y compris certains parlementaires qui, depuis, y trouvèrent de nombreuses vertus. Pour autant, face aux multiples procès en légitimité qui sont actuellement intentés à la Ve République, il suffit d'écouter les médias, contre la critique classique selon laquelle il s'agirait d'une constitution faite par et pour le général, je voudrais me borner à rappeler quelques idées simples, comme il disait lui-même sur notre sujet. La première est que la Ve République ne tombe pas du ciel comme cela en 1958. De Gaulle en formule les prémices dans 2 discours célèbres, celui de Bayeux en 1946, mais aussi et surtout celui d'Épinal, la même année. La Ve République a donc sa propre généalogie. Elle réconcilie 2 traditions constitutionnelles françaises, une parlementariste et une plus exécutive. On l'oublie trop souvent,
mais l'une des références du général de Gaulle réside dans les textes constitutionnels de 1875, ceux qui, avant la crise du 16 mai 1877 et de la Constitution dite Grévy, avaient constitué un point d'accord pour une assemblée réunissant des sensibilités très différentes. En un sens, la longévité de la Ve République ne peut s'expliquer que par la confluence qu'elle représente entre ces différentes histoires constitutionnelles. Ce serait également oublier un moment clé de la naissance du gaullisme, l'effondrement de 1940. Pierre Messmer disait « Être gaulliste, c'est avoir vécu cette débâcle et être déterminé à ne jamais la revivre. » En quelques mots, il a tout dit. De Gaulle appartenait à la génération qui avait lu Agathon. Pour ne pas être vaincu, il fallait des institutions fortes. L'ordonnance du 9 août 1944 se fonde sur l'irrégularité de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 et certaines dispositions constitutionnelles, notamment sur la procédure de révision, en découlent. Ce serait enfin oublier tout ce que cette Constitution de 1958 doit, sinon à la Quatrième République, du moins aux efforts de quelques-uns de ses praticiens qui ont consenti pour tenter de la réformer. Des réformes avortées de Félix Gaillard sur les conditions de renversement d'un gouvernement, au célèbre article 49.3, voulu, je le rappelle, et proposé avec vigueur par Guy Mollet, et que Michel Debré ne voulait pas. Ce sont les impasses d'un parlementarisme absolu qui ont pavé le chemin de la Ve République. Le général ne croyait pas à l'époque à la possibilité de maintenir par la coercition législative une majorité traversée de désaccords. Et il faut bien reconnaître que la suite des événements ne lui a pas forcément donné raison sur ce point. Nous pouvons parler même de synthèse gaullienne. C'est tout cet héritage qui nourrit la pensée du général et ses choix en 1958. Il s'agit quelque part de refermer en France le cycle des querelles constitutionnelles. L'exposition qui est préparée, vous la verrez sur les panneaux qui sont dans le hall également, préparée par la Fondation, souligne cet état de fait, et notamment en montrant que la présence bienveillante de René Coty, le 8 janvier 1959, aux côtés de Charles de Gaulle, qui vient d'être investi par le président de la République, porte un symbole extrêmement fort de ce passage de relais et de témoin. D'autre part, nous célébrerons l'année prochaine les 60 ans du texte de 1958. Et il serait faux de voir ce texte, cet écrit, comme figé, intangible dans l'esprit même du général qui parle, je répète le mot de tout à l'heure, de les modeler. Si la Ve repose sur des compromis initiaux, comme le retour au scrutin majoritaire, qui n'est pas dans la Constitution, mais qui détient une importance clé auprès de la Constitution, il s'agit aussi et surtout d'un régime vivant et évolutif. C'est dans l'esprit du général, et d'ailleurs, la réforme de 1962 et le décret de 1964 ne font qu'approfondir une des voies que le texte de 1958 laisse ouverte, tout en continuant à soumettre l'action gouvernementale à un strict contrôle parlementaire. De même, il faudra un jour réhabiliter la proposition de réforme de 1969, qui se termina de la manière que vous savez, car derrière la réforme emblématique et très mise en avant pendant la campagne de 1969 du Sénat, qui, cette expression, je dirais, a phagocyté complètement cette campagne, mais il s'agissait de bien autre chose. En fait, il s'agit d'une véritable étape locale de la Ve République, laquelle, du fait
de l'échec du 27 avril n'interviendra que plus tard, mais qui retrouvera tout le sens qui était contenu dans ce texte. L'équilibre est donc à trouver entre cette souplesse et la nécessité de rester fidèle aux principes fondamentaux. C'est là, à mon avis, le cœur de la réflexion des mois à venir, jusqu'à l'anniversaire. La réflexion à laquelle la Fondation compte bien apporter toute sa pierre, la logique d'un système institutionnel qui doit lui permettre non seulement de survivre, d'évoluer, mais surtout de ne pas céder aux modes. Je voudrais enfin souligner une dernière idée qui sera centrale dans ce colloque que nous tenterons de proposer l'année prochaine quand il s'agira de célébrer ces fameux 60 ans du texte. Arnaud Tessier et Frédéric Fogassi, que je remercie et qui est parmi nous, travaillent actuellement à ce projet. La Ve République, en permettant la décision, en responsabilisant l'électeur, aussi via le scrutin majoritaire, je le répète, en donnant de la stabilité et du temps à l'exécutif, a permis la mise en place de grands compromis, implicites mais durables, qui rendent le pays gouvernable. Alors que l'instabilité de la IV République avait de fait conduit certains hauts fonctionnaires, tout à fait respectables, bénéficiant de leur permanence aux affaires, à gérer de fait certains grands secteurs de la vie publique, la Ve République permet une forme de remise en marche de la haute administration, de nouveau mise au service d'un État fort et capable de mener une stratégie de moyen et même de long terme. La politique étrangère d'indépendance n'est pas exclue de la réflexion sur la Constitution, car cette politique est le fruit même des institutions. Le président français est aujourd'hui, par l'étendue de ses pouvoirs, capable de décider rapidement. Je veux dire par là que la chaîne de commandement, notamment dans le domaine militaire, mais pas que, permet cette décision rapide qui lui ménage une pleine place dans ce fameux club des grands décideurs de la planète. Les institutions, indiscutablement, jouent leur rôle pour la place de la France, une bonne place, même meilleure place qui soit, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que l'on se souvienne de l'anecdote qui a été rapportée d'ailleurs par Bruno Le Maire, lors d'une conversation entre Angela Merkel et le président Sarkozy, à l'époque. Celui-ci voulait obtenir d'elle, lors d'un tête-à-tête, une décision stratégique, rapidement. Et la réponse d'Angela Merkel fut, citée par Bruno Le Maire, qui assistait à l'entretien, « Mais je ne suis pas aussi puissante que toi, lui dit-elle, ce qui veut bien dire ce que cela veut dire. C'est un État fédéral où chaque Länder a son mot à dire sur les décisions de la chancelière, alors que la rapidité de la communication de la décision du président en France est un immense atout sur le plan diplomatique. » J'ajoute également une plus récente anecdote, enfin ce n'est pas qu'une anecdote, lorsqu'il y a urgence à ce que l'intervention militaire française au Mali arrête une colonne djihadiste qui s'avance rapidement vers Bamako, la chaîne de commandement militaire du chef de l'État, chef des armées, a fonctionné dans les plus brefs délais, de manière à ce que cette opération des rebelles soit empêchée. Donc au moment d'ouvrir vos travaux, que je sais d'avance être fructueux, stimulants, peut-être même iconoclastes, après tout, le général ne s'en serait pas offusqué d'ailleurs de cet aspect des choses, mais conscient de l'héritage que représente cette exception institutionnelle française, il me reste l'agréable devoir, évidemment, de remercier tous ceux qui ont concouru à ce succès que je pressens. Alors, d'abord, avec le risque d'omettre quelques personnes qui ne se fâchent pas, le professeur Emmanuel Cartier et M. Gilles Tout-le-Monde de l'Université de Lille,
Monsieur le Président Jean-René Le Cerf du Conseil régional, je l'ai cité tout à l'heure, Monsieur Xavier Bertrand, départemental, pardon, Monsieur Xavier Bertrand, qui est président de la région des Hauts-de-France, et tous leurs services, mais également la directrice adjointe de la maison Charles de Gaulle de la rue Princesse qui a été citée, mademoiselle Marie Lefebvre, et de tous ceux qui, à la Fondation, se sont vraiment mobilisés pour cette réussite, notamment M. Fogassi, ici présent, je l'ai cité. Alors je voudrais terminer par une phrase qui a été rapportée récemment par un de nos proches, de Simon Bolivar. Il lançait au congrès de Panama, où il avait l'idée de rédiger une constitution panaméricaine, pan-sud-américaine. Messieurs, commencez vos travaux. Moi, j'ai fini les miens. Je vous remercie. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. C'est à la fois un honneur et un plaisir de pouvoir ouvrir ce congrès sur lequel nous travaillons depuis 3 ans, parce que de la date de la candidature de Lille pour le futur congrès, le 10e congrès, c'est quand même symboliquement important, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, se sont écoulées 3 années pendant lesquelles nous avons travaillé à la conception de ce congrès, à ce qui pourrait peut-être faire la différence entre les congrès précédents et celui-ci. Et évidemment, ça nous a amené aussi à une réflexion sur ce qu'on pouvait apporter à Lille, parce que Lille est une ville particulière. Les Lillois sont aussi une population particulière. Les habitants du Nord aussi ont notamment une tradition de l'accueil, une tradition de la sympathie, de l'ouverture. Et évidemment, pour le coup, la barre était assez haute pour vous recevoir, pour vous vous rendre un accueil digne de la région et de la ville en particulier. Donc moi j'ai en plus un rapport un peu particulier au congrès, puisque je les ai tous faits depuis que je suis doctorant, c'est-à-dire j'ai commencé par le congrès d'Aix-en-Provence, et puis ensuite j'ai fait, après Aix, c'était... Non, j'étais pas à Strasbourg, j'étais pas encore en thèse, voilà, j'étais petit, et c'était mon directeur de thèse à l'époque, Michel Verpeau, qui m'avait dit, il faut absolument que que vous alliez au congrès, à l'époque on se voyait, il faut absolument que vous y soyez, c'est super pour les doctorants, c'est une occasion de pouvoir intervenir, de vous faire connaître, et effectivement, c'est une expérience, mais phénoménale, je n'avais jamais connu ça, j'avais assisté à des colloques, mais jamais à quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire cette grande famille des constitutionnalistes qui se réunit une fois tous les 3 ans, et qu'on soit doctorant, professeur émérite, jeune professeur, maître de conférence, peu importe, on dialogue, on discute, il y a un véritable débat scientifique et on construit. On construit, mais on détruit aussi. C'est-à-dire, pour construire, parfois, il faut savoir détruire. Et évidemment, Dominique faisait référence tout à l'heure, évidemment, à l'apport du droit comparé, à l'apport du droit international, à l'apport aussi de l'événementiel sur le droit constitutionnel. La guerre, les coups d'État ont eu, évidemment, un impact sur la réflexion constitutionnaliste, sur la manière de penser l'instrument constitutionnel comme une garantie, bien évidemment, mais aussi comme un instrument visant à l'efficacité du gouvernement, bien évidemment, au sens large du terme. Donc, bon, je ne vais pas développer plus ce genre de choses, mais tout simplement, voilà, j'ai donc un rapport particulier à ces congrès, et je tenais, et je pense que Gilles partage évidemment ce sentiment, à faire partager cette expérience à nos doctorants lillois, qui sont en quelque sorte un petit peu, bon, c'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais un petit peu nos enfants quelque part, parce qu'on est content de leur avoir transmis quelque chose, et par cette nouvelle expérience qui est celle du congrès de l'Association française de droit constitutionnel, et on voulait leur transmettre aussi un petit plus, c'est-à-dire cette possibilité de rencontrer les autres doctorants, de se construire un réseau, et Dieu sait qu'un réseau, ça compte dans une carrière professionnelle à l'université, pas simplement pour l'agrégation, pour passer la leçon de 24 heures, mais aussi pour monter des projets. La recherche collective est de plus en plus la recherche qui compte, et c'est pas rien, et c'est justement pour moi la recherche qui est la plus importante, parce que c'est la recherche où on est confronté à l'autre, où on n'a pas forcément, on dépasse la juxtaposition de points de vue sur un même objet pour retrouver finalement une espèce un dialogue, une discussion, une remise en question. On n'a pas tous les mêmes points de vue. Alors c'est déjà enrichissant en droit, c'est encore plus enrichissant quand on fait appel aussi à des sciences auxiliaires du droit, comme on l'a fait par exemple sur le Parlement et le temps, dont on parlera peut-être un petit peu Gilles, où on a fait appel aux politistes pour éclairer un même objet. Mais moi je l'ai fait notamment cette année sur droit, autonomie et handicap, du point de vue de la sexualité, et évidemment sociologues, psychosociologues se sont joints à une réflexion collective. Donc voilà, cet apport de la pluralité de points de vue autour d'une réflexion commune en même temps,
hein. Au-delà de la juxtaposition, c'est pour moi quelque chose d'essentiel, c'est pour nous quelque chose d'essentiel, et donc on tenait à ce que nos doctorants vivent cette expérience, et qu'ils la vivent bien évidemment avec tous ceux qui sont présents, et que nous remercions chaleureusement, parce que cet événement est important, et tous ceux qui viennent de très loin, notamment les collègues étrangers, qui viennent du Mexique, qui viennent du Burkina, qui viennent d'autres États. Je crois qu'il y avait aussi, il me semble, des collègues sénégalais, mais qui ne font pas partie de délégations particulières. Donc Amérique latine, Afrique, voilà, et Europe, bien évidemment. Donc, un sentiment de plaisir, d'honneur, évidemment, parce que c'est un honneur pour Lille d'avoir eu la confiance de l'Association française de droit constitutionnel pour organiser ce congrès. Et puis, bien évidemment, il a fallu aussi mettre en place un travail collectif, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, évidemment, on s'est appuyé sur des partenaires. Alors, on savait que c'était des partenaires qui se joindraient à nous, notamment les partenaires de la région. On a fait appel aux trois universités régionales, et on les remercie vivement pour avoir appuyé cette démarche et s'être jointes à nous dans ce cadre. Et puis, il y a deux universités belges, hein, l'université de Louvain, l'université libre de Bruxelles, qui ont accepté bien volontiers de se joindre à ce projet du coup collectif, transfrontalier. Alors, on n'est plus tout à fait dans l'association française de droit constitutionnel, mais la France, c'est aussi le pays de l'ouverture, c'est le pays qui voit l'étranger comme un apport, comme une richesse. Et je pense que c'est important de donner ce message, hein, en 2017, de transmettre ce message, notamment aux jeunes générations. Alors, Lille, c'est aussi, bien évidemment, une ville qui a comme particularité d'être dans un territoire, justement, qui est soumis à un certain nombre d'enjeux transfrontaliers, avec deux voisins qui sont la Belgique et l'Angleterre, et c'est pour cela que vous verrez qu'il y a une table ronde qui est consacrée aux enjeux juridiques transfrontaliers. On parlera de coopération entre collectivités territoriales d'États différents. On parlera aussi de l'outre-mer, qui est évidemment confronté à cette nécessité de la coopération avec des collectivités qui, pour le coup, ne sont pas des collectivités membres de l'Union européenne, par définition, mais sont des collectivités purement étrangères. Et évidemment avec des questions constitutionnelles, avec des questions de compétences, bien évidemment, d'incompétences plus précisément. C'est aussi, bien évidemment, l'idée qu'au travers de Lille, il fallait trouver aussi un symbole très fort, et on l'a trouvé évidemment avec le général de Gaulle, avec la maison natale, et je remercie Gilles d'avoir eu cette idée, de cette visite de la maison natale, qui s'est transformée en un accueil à la maison natale. Et puis, comme il se trouve qu'il y a quelques années, à l'époque de ma thèse, j'avais travaillé dans le cadre de la Fondation Charles de Gaulle. J'ai été toqué à la porte de la Fondation Charles de Gaulle. J'ai été voir mon ami Alain Laquiès, qui est membre du conseil scientifique, et je lui dis, voilà, on va organiser le congrès de l'Association française de droit constitutionnel à Lille, et je trouve que ça serait une bonne idée que la Fondation s'associe à cet événement. Et pour le coup, ça a été inscrit à l'ordre du jour du conseil, validé, et puis petit à petit, on a monté ce partenariat qui aboutit à vraiment avoir associé la Fondation à cet événement, et avoir organisé notamment cette exposition à l'extérieur, plus la conférence qui sera donnée par Frédéric Fogacci samedi, et nous tenons à les remercier particulièrement. Alors après, on a eu des partenaires plus financiers, hein, qui ont été la région, le conseil départemental, notre université, bien évidemment, les universités partenaires qui ont aussi un petit peu donné, évidemment, quelques subsides pour l'organisation de ce colloque. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie qui nous a permis d'obtenir, voilà, de manière plus avantageuse, on va dire, une belle salle dans laquelle nous recevrons ceux qui se sont inscrits à l'occasion d'un dîner de gala dansant, hein, vendredi soir, qui est aussi un moyen de se réunir, évidemment, dans une autre atmosphère, une autre ambiance sans doute, mais vous verrez que le lieu est vraiment prestigieux et en plein centre de la ville de Lille, dans le beau quartier de Lille. Alors ce sont aussi les énergies humaines qui ont été mobilisées dans ce beau projet qui a mis 3 ans à aboutir. Énergie humaine des doctorants qu'on a mobilisés, évidemment, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est eux qui vous ont accueillis en tant que doctorants, et c'était important pour nous qu'ils se présentent en tant que doctorants. Ce ne sont pas des hôtes d'accueil ou des hôtesses, ce sont des doctorants, et ça symbolise aussi la dynamique qu'il y a derrière l'investissement de chacun. Évidemment, les énergies du personnel administratif, d'Agnès, qui nous a appuyé évidemment sur les aspects logistiques, et l'ensemble des collègues des universités de la région qui participent, qui vont gérer un certain nombre d'ateliers avec les membres de l'Association française de droit constitutionnel.
Voilà, donc c'est un projet scientifique dans le cadre d'un laboratoire qui est marqué lui aussi par une dynamique que va vous présenter assez rapidement Gilles. À ma suite. Merci beaucoup, bonjour à tous. Oui, je vais vous présenter très brièvement, rassurez-vous, l'équipe de recherche en droit public que j'ai l'honneur de co-diriger actuellement. C'est l'une des 4 équipes qui composent le Centre de recherche droit et perspectives du droit. Et il s'agit de la plus importante de ces composantes, puisqu'elle rassemble plus de 40 enseignants-chercheurs titulaires et plus d'une 50aine de doctorants. La recherche s'y organise autour de 4 axes thématiques. Un premier axe, finance et comptabilité publique. Un deuxième, droit de l'Union européenne. Un troisième, contentieux public. Et un quatrième que nous avons dénommé nouveaux espaces et temporalité constitutionnelle. Et je dois dire que ce dernier axe, qui est le plus récemment inscrit dans notre projet scientifique, rassemble des chercheurs à la fois en droit de la défense et de la sécurité d'un côté et en droit constitutionnel de l'autre. Et cet axe fait preuve d'un dynamisme certain dont on peut être fier. Je citerai quelques exemples en plus de ceux qui ont déjà été cités à la fois par le président de notre université et par Dominique Rousseau et Emmanuel Cartier précédemment, pour tenir compte de l'année universitaire 2016-2017, qui n'est pas tout à fait terminée. Nous avons, par exemple, organisé avec l'Université Paris 1 un colloque sur l'anniversaire de la Constitution de 1946. Nous avons organisé au Sénat et à l'Assemblée nationale un colloque en mois de décembre sur le Parlement et le temps. Nous organiserons à la mi-septembre le 3e Forum international sur la Constitution et les institutions politiques, consacré à l'initiative de la loi. Et à la fin du mois de septembre, nous organiserons le 5e colloque de l'Association française de droit de la sécurité et de la défense. Donc vous voyez une certaine dynamique, et j'allais dire qu'accueillir le 10e congrès de l'Association française de droit constitutionnel est en quelque sorte le point d'orgue, si ce n'est le zénith de cette année particulièrement chargée et riche pour les constitutionnalistes de l'ERDP. Aussi, c'est pourquoi je voulais moi aussi m'associer aux remerciements qu'Emmanuel vient de formuler à tous ceux, que ce soit des institutions ou des personnes physiques, les personnels administratifs, mais aussi le personnel technique qui nous a beaucoup aidés, les collègues, les doctorants, les étudiants qui nous ont aidés pour organiser ce congrès dans de bonnes conditions. Et puis, je tenais aussi à vous remercier tous d'être venus nombreux ici. Vous remercier d'abord pour avoir bravé les clichés et les préjugés en venant à Lille. Les clichés sur le temps. Je vois que certains d'entre vous ont abandonné la veste, c'est plutôt bon signe. En tout cas, vous n'êtes pas venus en blouson, donc ça, c'est déjà bien. Aussi les clichés sur les gens du Nord. Un parlonin touche comme ça par ici, d'un ville d'où qu'est né le général de Gaulle. Malgré ce que les émissions de télé-réalité consacrées au ch'ti peuvent nous laisser penser parfois. Merci aussi de vous être pressés dans cet amphi, alors que ce week-end, je dois dire, la concurrence est assez rude pour les constitutionnalistes à Lille, puisque entre Sting et Justin Bieber au stade Pierre-Mauroy, ou encore la fête du Morito qui anime les rues lilloises, nous avons, vous voyez, une concurrence sévère. Donc merci à vous, merci à tous, et je vous souhaite un bon congrès, un bon 10e congrès de l'Association française de droit constitutionnel. Merci beaucoup.